Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale a été adoptée en commission. Quels sont les enjeux de ce nouveau texte? Quels sont les autres projets de loi sur la table des députés pour ce mois de juillet? Éléments de réponse dans ce journal. Le district autonome d'Abidjan se prononce sur la situation des populations déguerpies du site de Port-Boué, quartier abattoir. Les responsables assurent avoir initié l'opération pour des raisons de sécurité et les populations avaient reçu des préavis d'expulsion. Une tonne de médicaments non enregistrés, 301 kg de cannabis ont été saisis dans la commune d'Abobo par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Ces importantes saisies étaient destinées à alimenter le marché. Une dame a été interpellée. La Belgique qui a... Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel du samedi. Nous ferons un peu d'histoire aujourd'hui en faisant une incursion en pays baoulé. Nous parlerons précisément de la migration de ce peuple. Qui sont les Baoulés? D'où viennent-ils? Que retenir de l'histoire du peuplement des Baoulés, groupe ethnique appartenant à la grande famille des Akans? Pour nous répondre, nous avons invité professeur Alou Kwame René. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur titulaire d'histoire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, en tant qu'historien, vous allez nous éclairer, bien sûr, sur la migration du peuple baoulé. Il y a des choses à savoir, des vérités à rétablir selon vous. Oui, souvent le peuplement baoulé a été souvent circonscrit à la personne emblématique de la reine Abla Pokou, mais il faut que les téléspectateurs sachent qu'il y avait des groupes de population qui étaient déjà installés sur le territoire où va se former le peuple baoulé. Il y a ceux qui sont venus avec la reine Abla Pokou qu'on appelle les Baoulés à Sabou, et puis il y a ceux qui sont venus après. Donc c'est sur ce territoire-là que finalement ce peuple-là naît, germe, mais je peux dire que l'élément central, ce sont les Assabous. Il y a ceux qui ont précédé, ceux qui sont venus à elle et ceux qui sont venus après. D'accord. Et nous en saurons davantage dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, professeur Alou. Merci, madame. Tout d'abord, prenons la direction de l'Assemblée nationale où la proposition des résolutions modifiant et complétant le règlement intérieur de l'hémicycle ivoirien a été adoptée en commission. Quels sont les enjeux de ce nouveau texte? Quels sont les autres projets de loi sur la table des députés pour ce mois de juillet? Élément de réponse avec notre reporter Michel Digré. Vous avez vu que nous sommes restés de 9h du matin jusqu'à 19h pour diagnostiquer article par article notre règlement intérieur afin que l'Assemblée nationale soit une institution qui obéit aux exigences des institutions internationales des temps modernes. L'adoption de la proposition de résolution modifiant et complétant celle de 2006 portant règlement de l'Assemblée nationale avait un autre objectif majeur. La modification de ce règlement permet à l'Assemblée nationale de fonctionner conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 et tenant compte à la fois de ces dispositions et des exigences constitutionnelles d'une part, mais de d'autre part également permet à l'Assemblée nationale de mettre à jour ses propres procédures législatives en matière d'édiction des normes juridiques. Et ce règlement, dans la mesure où il s'agit désormais d'un Parlement bicaméral, tient compte également de la procédure de navette entre les deux chambres du Parlement. 155 articles ont donc été passés au peigne fin autour de 5 axes essentiels. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les procédures législatives, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, les relations interparlementaires. Le 5e axe vise l'autonomie financière de l'Assemblée nationale. Après l'étape du règlement, une autre loi tout aussi importante pour l'hémicycle sera débattue. Le règlement, c'est pour nous une boussole. Il faut d'abord la boussole et maintenant la loi organique viendra maintenant pour voir les conditions des députés, ainsi de suite. Le dernier test sur la table des députés pour ce mois de juillet sera le budget de l'Assemblée nationale.
Une mission du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est en Côte d'Ivoire pour évaluer le rapport d'auto-évaluation de la gouvernance. 30 experts au total vont parcourir le pays pendant une dizaine de jours pour consulter les parties prenantes au processus afin de confronter les résultats de la première évaluation faite par les experts locaux. Le top départ de la mission a été donné ce vendredi. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. Dans la période du 10 au 15 juillet 2018, la Côte d'Ivoire reçoit la visite d'une quinzaine d'experts africains de la mission du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ces experts, une fois sur le terrain, vont discuter avec les acteurs nationaux de la pertinence du document produit par les experts locaux lors d'une auto-évaluation. Les experts régionaux sont venus dans votre pays pour voir ce travail-là, comment il a été fait. Et nous devrons maintenant faire toute la Côte d'Ivoire profonde, pour essayer de voir ce qui a été fait reflète la réalité ou non. Point focal du MAEP, c'est le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a procédé au lancement de la mission externe du mécanisme, un outil d'évaluation qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa gouvernance. Nous pensons que l'auto-évaluation est une chose essentielle et pour le président Alassane Ouattara, la bonne gouvernance, c'est quelque chose d'important. La bonne gouvernance est l'alpha et l'oméga de la politique qu'il a mise en œuvre. Et nous voudrions savoir où nous en sommes, quel est le regard qu'on porte sur une Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise. La Côte d'Ivoire accorde une place de choix à cet instrument d'évaluation auquel elle s'est attachée depuis 2015. L'évaluation du MAEP se focalise sur 4 domaines thématiques: démocratie et bonne gouvernance politique, gouvernance et gestion économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Présent à la cérémonie de lancement de la mission du MAEP, le CAD témoigne de son soutien à la Côte d'Ivoire qui aspire à une bonne gouvernance. La cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire, Union européenne, va former les partenaires techniques des projets et programmes financés par l'Union européenne. Cette formation a débuté ce jeudi et se tient à Cocody. L'objectif est d'accroître les performances de ces acteurs pour un bilan positif des fonds d'appui reçus de l'Union européenne. On en sait plus avec Nadia Ega et Cheikh Koné. Signé en juin 2000, l'accord de Cotonou, base juridique des relations entre les États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, a permis aux pays de l'ACP de bénéficier de financements de projets et programmes de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement FED. Cet accord prend fin en 2020. Pour le coordonnateur national de la cellule de coordination et de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, il est important de se préparer au bilan. Nous sommes en pleine clôture du 10e Fonds européen de développement. Nous sommes également dans la phase de mise en œuvre des projets du 11e Fonds européen de développement. Et nous sommes également, à l'instar de tous les autres États ACP, dans la phase de préparation, n'est-ce pas, de l'après-Cotonou. Il est bon de se préparer, n'est-ce pas, à faire un bon bilan de ce que nous avons reçu comme ressources. Pour relever le défi, les partenaires techniques du FED en Côte d'Ivoire seront formés durant 8 jours sur les procédures de passation de marché, la gestion administrative et financière des engagements et la gestion d'un devis de programme dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes financés par l'Union européenne. Il est utile que nous puissions travailler sur la ressource humaine qui est au cœur, n'est-ce pas, de l'action. Il faut démystifier les procédures de l'Union européenne. Il faut donc de la formation. Il faut échanger avec les partenaires, il faut leur expliquer ce qu'ils doivent faire dans le cadre de la coopération et ce qu'ils ne doivent pas faire pour que nous soyons performants, que nous tirons le maximum de profit de cette coopération. En Côte d'Ivoire, plusieurs projets ont été financés par le FED. Il s'agit entre autres du projet d'appui à la filière manioc et maraîcher, le projet formation professionnelle et les projets en énergie 1 et 2, d'un coût global d'environ 120 milliards de francs CFA.
Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a changé de patron depuis mardi dernier. Le ministre Jean-Claude Kouassi a donc passé la main à son remplaçant, le ministre Pascal Kouakou Abina. Jean-Claude Kouassi a fait le bilan des 18 mois passés à la tête de ce ministère. Un bilan axé sur la réforme de la retraite, la vie des personnes en situation de handicap. Le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'engage à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Nouvellement nommé ministre de la Jeunesse, du service civique, Touré Mamadou, ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a fait son bilan et transmis à la ministre Kandia Camara. Donc, il a transmis le dossier et la ministre Kandia Camara a félicité Touré Mamadou pour le travail abattu à la tête de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre Mariatou Koné est appelée également à d'autres fonctions ministérielles. Elle a donc passé la main à la ministre Bakayoko Ly Ramata, qui était ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La ministre Mariatou Koné a salué l'équipe qui, à ses côtés, a travaillé d'arrache-pied pour relever de nombreux défis. Solidarité, cohésion sociale et lutte contre la pauvreté. Nouveau challenge donc pour la ministre Mariatou Koné. Passation des charges également entre le ministre de la Ville, Albert François Amichia, et le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Une rencontre qui a été l'occasion donc pour le ministre Albert François Amichia de dresser le bilan de son action. Et également, le ministre Siandou Fofana a également félicité son prédécesseur, donc celui donc qui va lui succéder à la tête de ce ministère. Il y a eu passation de charges ce vendredi entre la ministre de l'Environnement sortante et le nouveau ministre de ce département entrant. Cette rencontre a été l'occasion donc pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de faire le point de ses activités menées à la tête de cette structure, entre autres la formation des différents acteurs dans le cadre de la mise en place des ODD. Le ministre Joseph Seka compte poursuivre la mission de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Les rébus de véhicules et des équipements électriques et électroniques sont souvent déversés dans des zones ouvertes ou de drainage. Des actions qui menacent la santé des populations. Alors, pour trouver une solution durable à ces rébus, des experts sont en conclave ici à Abidjan. On en sait plus avec Ouattara Madou Walter. Les rébus de véhicules, de téléphones portables, de carcasses de téléviseurs et d'ordinateurs contiennent des produits chimiques dangereux pour la santé. Ces déchets issus d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'ils sont brûlés, entraînent également une pollution de l'air. Pour lutter contre les déchets industriels, un projet voit le jour. Gestion écologiquement rationnelle des émissions involontaires de polluants organiques persistants UPOP. Ce projet, tout en vous débarrassant des déchets industriels dans les agglomérations, va permettre à nos concitoyens d'occuper des emplois sains, des emplois verts, des emplois propres, source de revenus. Nous allons revoir le cadre réglementaire institutionnel pour permettre à la population de mieux gérer ses déchets. Nous allons proposer des renforcements des capacités aux populations pour pouvoir leur dire voici comment il faut gérer le déchet. Il ne faut plus brûler à ciel ouvert parce que brûler à ciel ouvert, ça crée un composé dangereux pour l'organisme. En Côte d'Ivoire, seulement 50% des déchets industriels sont systématiquement éliminés. La question des résidus industriels préoccupe les partenaires du pays. Ce projet est donc financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour mener à bon port le projet UPOP et atteindre leurs objectifs d'ici 3 ans, le gouvernement et ses partenaires entendent mener des campagnes de sensibilisation. Ils envisagent également construire des centres de recyclage dans certaines localités du pays, dont Abidjan, San Pedro, Boaké et Korogo. Le district autonome d'Abidjan se prononce sur la situation des populations déguerpies du site de Port-Bricati abattoir. Les responsables assurent avoir initié cette opération pour des raisons de sécurité et les populations avaient reçu des préavis d'expulsion. On en sait plus dans ce dossier réalisé par Herman Djivi. Dans l'arrière-cour d'une école primaire, des enfants jouent à la marelle. Dans cette même cour, un jeune homme se prépare pour son bain. Le nouveau quotidien des familles qui occupaient le site déguerpi mitoyen à l'abattoir de Port-Boué.
Une école primaire, située non loin du site jadis occupé, leur a ouvert ses salles de classe. Il leur faut désormais réapprendre à vivre en d'autres lieux. Certaines de ces familles, dans leur mouvement, avaient trouvé refuge dans un cimetière situé à proximité du terrain occupé. Les familles sont depuis quelques jours parties, mais des meubles et des abris de fortune témoignent encore de la présence humaine. Et si l'heure est venue pour certains de passer à autre chose, d'autres continuent encore de s'accrocher aux quelques pierres encore debout. Pour parer au plus urgent, les ex-résidents du site se sont constitués en collectif. Les populations ont été recasées dans 3 lieux différents. Nous avions recasé le nombre le plus important dans 3 différentes écoles. Et il y a un second groupe que nous avions recasé donc sur le terrain de football du quartier. Et il y a un autre groupe que nous avons recasé dans les différentes mosquées qui sont restées intactes, qui n'ont pas été déguerpies. L'autre groupe est donc ce groupe qui malheureusement a décidé de squatter au cimetière depuis la date de déguerpissement jusqu'à la date du 10. Nous nous sommes rendus au cimetière et supplié ces gens-là de quitter le cimetière. Mais les gens nous ont dit que véritablement ils ne peuvent pas quitter le cimetière parce que lorsqu'ils ont été déguerpis, ils ont donc exposé leurs bagages à proximité du cimetière. Ils ne voulaient donc pas quitter le cimetière au risque que les badauds ne s'accaparent. Donc par conséquent, ils préfèrent rester là. Il a fallu donc que nous entamions donc des négociations avec ces personnes qui squattaient le cimetière. Et jusqu'à la date du 10, nous avions pu les convaincre, n'est-ce pas, de quitter le cimetière. À la suite d'une négociation avec les responsables éducatifs de la commune de Port-Bouilly, c'est vrai que nous souhaitons d'une part que la lumière soit faite sur le déguerpissement en nous faisant face à un cas social. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire parce que jusqu'à la date d'avant-hier, nous avons reçu la visite de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale qui depuis lors est à pied d'œuvre auprès de ce collectif en vue de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour ces parents qui malheureusement depuis la date du déguerpissement ne cessent de squatter tantôt dans les abris de fortune, tantôt à l'école et tantôt sur l'esplanade du football au terrain. Pour en savoir davantage sur cette opération de déguerpissement et sur cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, nous nous sommes rendus au district d'Abidjan pour recueillir sa version. Nous avons une grande responsabilité. Nous n'allons pas attendre que le pire se produise avant d'agir. Nous avons voulu donc anticiper, prévenir, de sorte à ce que ces populations-là soient à l'abri de tout danger. Avant de lancer l'opération, nous avons d'abord procédé à une vaste campagne de sensibilisation des personnes concernées par cet espace qui devait être déguerpi. Par la suite, donc, le 24 avril 2017, nous avons transmis une première mise en demeure aux populations concernées. Le 2 mai 2017, nous avons donc transmis la deuxième mise en demeure aux populations concernées par l'opération. La dernière mise en demeure que voici date du 15 mai 2018. Et connaissant bien les procédures, nous avons également saisi les autorités afin qu'elles nous accompagnent à mener à bien cette opération qui s'est déroulée sous la supervision d'un cabinet d'huissier de justice. Au regard des documents présentés, ces populations avaient donc été averties de la tenue de cette opération de déguerpissement, selon le district d'Abidjan. Pendant les départs des uns et des autres, certains ont pu certainement déposer leurs effets au cimetière qui est contigu à l'espace qui a été déguerpi. Mais il faut rappeler que le cimetière est un espace qui appartient et qui est géré par le district autonome d'Abidjan. Nous avons vu quelques images, quelques vidéos sur des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas vu des populations en train de passer la nuit donc, au cimetière municipal de Port-Bouilly. Et donc, en aucun moment, nos services nous ont rapporté le fait que des Ivoiriens passeraient donc la nuit dans l'enceinte de ce site. Il faut rappeler aussi que le district autonome d'Abidjan est une institution à vocation sociale qui fait les choses selon les règles. Et donc, depuis plus de 15 mois, les populations ont été averties que pour leur sécurité, face aux risques auxquels elles étaient exposées, elles devaient vraiment libérer l'espace. Parce que nous ne voulions pas encore des décomptes macabres. Pour les familles déguerpies, ce sont de nouvelles conditions de vie qui sont désormais envisagées. En attendant de trouver des destinations plus honorables, une assistance sociale plus renforcée
serait assurément la bienvenue. Voilà, déguerpi de Port-Boué, les explications du district autonome d'Abidjan, sujet réalisé par Herman Djivé. En cette saison pluvieuse, le fleuve Bia, dans la région du Sud Comoé, connaît une crue inhabituelle à Aboisseau. Plusieurs quartiers ont été inondés du fait de la montée des eaux. Les 2 barrages d'Ayamé reçoivent plus d'eau que prévu. Et bien, pour pallier cette situation, la CIE entreprend même en ce moment une opération d'évacuation du trop-plein d'eau reçue. Le reportage de Serge Kolia dans nos prochains journaux. Dans le domaine de la planification, notez que 500 millions de francs CFA ont été dépensés pour les produits contraceptifs en 2018. L'information a été donnée à la première édition de la tribune d'échange dénommée les grandes conférences de fraternité matin. Conférence donc qui avait pour thème la planification familiale, un droit humain. On en sait plus avec Patricia Oumouetia. À la table de séance des femmes, qui réagissent sur un sujet qui les préoccupe. C'est l'Afrique qui a décidé qu'en ce moment, ils ne sont pas en mesure de tirer profit de leur population qu'ils mettent au monde et qu'ils doivent faire quelque chose. C'est quelque chose inclut la planification familiale. 6 enfants, 10 enfants pour une seule femme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de faire en sorte que nous puissions avoir le contrôle sur les enfants que nous faisons. Vous l'avez compris, il s'agit de la planification familiale, thème principal des grandes conférences du groupe Fraternité Matin. Démarrant la série de communication, la représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Argentina Matavel-Pixin, a estimé qu'il faut ramener la personne humaine au centre du développement, ce qui ne peut se réaliser sans que la femme ne maîtrise sa fécondité. Pour sa part, Dr Kwasi Emilienne, directrice du Programme national de santé mère-enfant, a souligné qu'en 2018, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs avec l'ambition d'atteindre en 2020 un taux de prévalence contraceptive de 30%. Partage d'opinion et soutien marqué par des femmes. Il faut pouvoir avoir ces enfants quand on le veut et en tenant compte des ressources dont on dispose. C'est important pour la femme, pour sa santé, pour l'épanouissement de ses enfants, donc pour l'épanouissement de la famille de façon générale. Et aussi par des hommes. Ce thème a pour avantage d'accorder beaucoup plus de liberté à la femme, dans le sens de mieux contrôler son corps et puis la procréation. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan, satisfait de l'engouement suscité par cette première édition des grandes conférences Population et Développement, a promis de décentraliser les prochaines éditions pour promouvoir la planification familiale. Comme je le disais en début de journal, une tonne de médicaments non enregistrés et 301 kg de cannabis ont été saisis dans la commune d'Abobo par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Ces importantes saisies étaient destinées à l'alimentation du marché. Une dame a été interpellée. Le témoignage d'Abou Sanogo. Moment de grand regret pour cette dame âgée de 33 ans. Voici ce qui a été découvert dans son magasin à la gare routière d'Abobo. Tout ceci destiné à alimenter le marché. Au total, 10 tonnes de médicaments non enregistrés et 301 blocs de cannabis saisis. Certains même conditionnés étaient prêts à la consommation. Fruit d'une opération menée par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Toute information est la bienvenue. Et donc nous demandons aux populations de nous donner les informations. Et nous allons opérer sans impliquer nos informateurs. La cible de cette dame et ses complices, les élèves. D'ailleurs, d'autres faux médicaments ont des goûts fruités. Ils vont aux abords des établissements primaires comme secondaires et ils font croire aux enfants que c'est des bonbons. Et comme ça a le goût de la fraise, les enfants aiment la fraise et donc 100 francs, 50 francs, c'est pas cher. Et les enfants payent et à force de consommer, la dépendance doucement s'installe. Et les enfants ne peuvent plus s'en passer. Elle sera déférée devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de ses actes.
Une note triste dans ce 20h, la Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses fils. Il s'agit de l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie, l'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, Edouard Tiapé Kassaraté, a tiré sa révérence. Son décès est une grande perte, comme nous le rapporte Alexis Ouedraogo. La nouvelle est tombée tard dans la nuit, confirmée aux alentours de minuit sur le site de la gendarmerie nationale. Le général de corps d'armée à la retraite, Edouard Kassaraté, a passé l'arme à gauche. L'ancien commandant supérieur de la gendarmerie, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, a tiré sa révérence. Un accident vasculaire cardiaque l'aurait frappé dans la soirée de vendredi. Le vaillant soldat n'a pas pu tenir tête à l'ennemi. Ancien commandant militaire au palais présidentiel d'Abidjan sous Laurent Gbagbo, le général Kassaraté a été affecté par ce dernier à la tête de la gendarmerie qu'il a commandé jusqu'à la chute du régime. Nommé ambassadeur par le président Alassane Ouattara au Sénégal, il aura servi à ce poste depuis la fin de la crise en 2011 jusqu'à sa retraite il y a quelques mois en 2018. Rentré au pays, l'officier supérieur à la retraite avait décidé de s'engager en politique auprès du PDCI-RDA, une aventure politique de courte durée pour le natif de Tabou. Une nouvelle plus gaie à présent. La Chine et la Côte d'Ivoire célèbrent leurs 35 ans d'amitié. L'ambassadeur Adama Dosso, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine, a organisé un dîner gala du côté de Pékin pour célébrer cette amitié. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Le 29 juin de chaque année marque l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette année célèbre le 35e anniversaire de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a organisé un dîner gala à Pékin en présence du vice-président du Parlement chinois. La fidélité de mon pays à son amitié avec la Chine et battant son attachement au principe d'une seule Chine avec Taïwan, le Tibet et le Xinjiang comme partie intégrante. Mon pays continuera de respecter et de préserver les intérêts fondamentaux de la République populaire de Chine, sur terre, mer, dans son espace aérien, ainsi que dans toutes les instances internationales où elle siège. Ici même, la mission diplomatique que j'ai le privilège de diriger s'engage à maintenir avec les organes de l'État et du Parti communiste, ainsi qu'avec tous les segments de la population chinoise, les meilleures relations possibles et inimaginables, afin de pouvoir continuer ensemble à promouvoir davantage les échanges déjà si fructueux entre nos deux pays. Il en a profité pour saluer l'exemplarité de l'amitié sino-ivoirienne qui est à son meilleur niveau. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a rendu hommage au gouvernement chinois qui ne ménage aucun effort pour accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et la grande finale opposera demain la France à la Croatie. Ce sera demain dimanche. On passe maintenant à l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez compris, c'est la page culture. On commence avec la conférence sur la culture dans les Dents, un peuple de l'Ouest ivoirien. D'où viennent-ils? Leurs rapports sociaux avec les autres peuples et leur rapport à la cohésion nationale. Élément de réponse avec Franck Coadio. Écrire contre l'oubli. Pour un peuple, la meilleure façon de le faire, c'est de savoir retracer les sillons de son identité. La chefferie d'An, peuple du Grand Ouest ivoirien, réussit l'exercice. Une conférence est initiée. Le thème, tribu d'An, ses origines. C'est en revisitant son histoire qu'on restaure et qu'on revigore son âme pour continuer à marcher en tant que peuple vers son destin avec plus de conviction et avec une détermination renouvelée. Parce qu'on sait où on va, puisqu'on vient de savoir d'où on vient. Si le présent s'inspire du passé, l'homme s'identifie à son passé. Orateur principal de cette rencontre, le professeur Vali Sidibé. Le retour à notre culture dépend de nous et de notre éducation. Pour lui, le peuple d'An incarne certaines valeurs humaines, telles la bonté et l'intégrité. Il exhorte alors son auditoire à la rétrospection. Dans le système de cousinage à plaisanterie, il y a que si un dent a des problèmes, ou si l'enfant d'un dent fait des gaffes et il court, il va se réfugier chez un malinqué, le dent ne peut pas rentrer dans la cour et puis prendre l'enfant et le frapper. Ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. C'est une organisation, une conférence pertinente, puisqu'elle permet à nos enfants de comprendre d'où nous venons et pour savoir ce que nous devons faire et où nous allons. Cette conférence sur l'identité d'An
Un moment de rencontre et de renforcement de l'alliance apparentée. Les Gouro du centre-ouest et les Sénoufos du nord sont venus apporter leur soutien à cette initiative. Et on s'intéresse aussi à un autre peuple, c'est le peuple baoulé. On en parle avec vous, professeur Alou Kwame René. Alors, la migration du peuple baoulé, c'est d'ailleurs le sujet de notre entretien. Dites-nous, qui sont les baoulés? On sait que ce peuple-là appartient à la grande famille des Akans. Alors, les baoulés sont le fruit d'un brassage de population. Il faut savoir que ce territoire que les baoulés vont occuper, en fait, est un territoire qui est peuplé depuis la période préhistorique, c'est-à-dire depuis au moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il y a quelques sites archéologiques qui le montrent, notamment dans la région de Boaké. Mais il faut savoir qu'au niveau des migrations, ceux qui ont donné des sous-groupes, ce sont ceux que moi j'ai appelé la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, qui sont constitués d'éléments comme les Nguins de la région de Mbayakro, comme les Gbomi de Gbomi Zambo et de Gbomi Kondé Yaoukro, comme les Akpatifoué, comme les Wamla. Tout ça, ce sont des sous-groupes baoulés, mais qui sont venus en fait au XVIIe siècle. Souvent, l'élément, disons, voilà, le filon, c'est qu'ils aiment dire qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, comme on le voit dans le cas des Krobou, d'Ores Krobou. Mais vous avez, par exemple, des éléments qu'on appelle les Akroufoué, qui sont en Denou et en Debo. Mais en fait, ils appartiennent à une migration qui est venue d'une région qui concerne la région d'Accra, la capitale actuelle du Ghana, la région de la basse vallée de la Volta, où vous avez justement le barrage d'Akosombo. Mais toutes ces populations-là sont venues parce qu'il y a eu un grand royaume qu'on appelle le royaume Akwamou, qui se livrait à la traite négrière au XVIIe siècle. Donc c'est la traite négrière qui a fait que ces groupes ont fui toutes ces zones. C'était des populations composites. À l'intérieur, il y avait des Gans, il y avait des Adangbe, c'est-à-dire les gens de Labadi, il y avait des Krobou, de la zone d'Ores Krobou. Maintenant, il y avait les Akpafou, qui sont des populations qui sont dans la plaine de la Volta. Donc, ce sont des éléments dont certains, à l'origine, ne sont même pas à Caen. Mais il y avait aussi quelques éléments à Caen, parce que les raids auxquels le peuple Akwamou se livrait a touché toute une zone très vaste, donc qui a concerné et des Akans et des populations qui ne sont pas à Caen et qui sont venues au XVIIe siècle pour habiter ce qui va être le pays baoulé. D'accord, alors dites-nous, oui ou non, tous les baoulés viennent-ils du Ghana? Bon, il faut dire du Ghana actuel, mais pas tous. D'accord. Pas tous, parce que vous avez des éléments d'origine Tagbana qui étaient sur le territoire, des éléments d'origine Djibini, des éléments d'origine Gouro, pardon, donc les Kweni, qui vont faire l'objet, je peux dire, d'attaques des Baoulés, notamment les Assabous qui vont venir, et puis donc ils vont en capturer certains qui vont intégrer aux familles, à ce qu'ils vont appeler les Aoulobo. Voilà, donc c'est comme ça. Ils vont intégrer donc ces groupes baoulés-là. Absolument. Alors on en saura davantage tout à l'heure. On va juste suivre ce reportage, cet élément de Christelle Menant qui s'est aussi intéressée à la migration du peuple baoulé. On va suivre et en discuter par la suite. De l'oralité à l'écrit, plusieurs versions relatent l'histoire du peuple baoulé. Une d'entre elles raconte que les Baoulés Assabou ont émigré du Ghana suite à une guerre fratricide dans la succession au trône du royaume Ashanti en 1750. Abla Pokou et les siens pourchassés par ses adversaires ne trouveront le salut que par le geste héroïque de la reine. La nièce du roi Osei Tutu offre un sacrifice à son unique enfant pour apaiser le fleuve Akomwe agité. La traversée du cours d'eau permet à la reine et à son peuple d'avoir la vie sauve. En sécurité de l'autre côté de la rive, Abla Pokou et son peuple, en mémoire de son fils, choisissent de s'appeler Baouli, qui signifie littéralement « l'enfant est mort ». Cette disparition est aussi symbolisée par la ville de Sakassou qui porte le nom de ce deuil. C'est la capitale du peuple baoulé. En 400 ans d'histoire, 13 reines et rois se sont succédés sur le trône. Depuis 2016, Nana Ngatanou Monique est aux commandes. Alors dites-nous, professeur Allo, d'où vient le nom Baoulé? On a entendu dans l'élément Baouli du nom du fils de la reine Abla Pokou qui a été sacrifié. Oui, je voudrais aussi dire d'abord qu'il y a aussi des éléments en Caen, notamment ce qu'on appelle les Alandjira, qui eux sont venus au tout début du XVIIIe siècle. Et puis maintenant, je peux dire ceux qui ont été la cheville ouvrière du peuple baoulé sont les Assabous, ceux qui sont venus avec la reine Abla Pokou. D'accord, donc du pays Ashanti. Voilà, du pays Ashanti. Il faut comprendre que ceux qui arrivent des Ashanti, mais qui au final parlent une langue
qui n'est pas la langue Ashanti, qui n'est pas le Cuy Ashanti, qui est une langue qui est plutôt proche de l'Agni. C'est-à-dire que ces futurs Baoulés Assabou ont séjourné en territoire Agni, notamment en Ebrossa. C'est là qu'ils ont abandonné l'Ashanti pour parler l'Agni actuel. Alors concernant le nom Baoulé, il faut dire que j'ai des cartes qui montrent que ce nom même a précédé l'installation des Assabou sur le territoire qui va être le leur. Donc, alors, du peuple de la reine Abla Poko. Absolument. Donc, il faut savoir que quand ces groupes-là arrivent, c'est vrai, ils parlent le baoulé, mais ils ont aussi toujours la pratique du Cuy Ashanti. Donc, il y a des mots, quand on veut trouver la signification en langue baoulé actuelle, cela peut se fausser. Donc, à mon avis, baoulé vient de l'expression bafou, mais baoulé, c'est-à-dire ceux qui sont nobles. Ba, ce sont les nobles. C'est pour ça que quand les Ashantis se regroupent, quand quelqu'un s'adresse à eux pour parler du fait, pour dire qu'ils sont nobles, il dit bafou. Donc baouli là. C'est baoulé, donc ça dit ceux qui sont de naissance noble. C'est ça le sens, à mon avis, du nom baoulé. Parce que dire que la reine Abla Poko a sacrifié son enfant, d'abord, les Agni Bétiers ont été témoins du passage de Baoulé Assabou. Les Agni Bétiers reconnaissent qu'ils sont passés à Gué. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année où le fleuve Komoué, il y a des endroits où l'eau se retire, donc on peut marcher sur les pierres pour passer le fleuve. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disent que ce lieu s'appelle Ngélieso. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a le peuple Doma, qui est proche d'ailleurs des Brondiamants, et ils ont envoyé des éléments qui sont venus justement voir les Baoulés pour leur demander au nom du roi Ashanti Opoku-Waré de retourner en Ashanti. Et ils se souviennent très bien de la reine Abla Poko, il l'appelle Abrewa Poko. Elle était vieille. Le mot Abrewa, ça veut dire vieille dame, vieille femme. Voilà. D'accord. Alors donc, ce n'est pas Baouli. Ce n'est pas Baouli. Bon, évidemment, je ne veux pas frustrer les Baoulés parce qu'il y a la légende. C'est vrai, il y a la légende. Une légende importante parce que... Elle est vraie, cette légende. Voilà, elle est belle. Elle est vraie? Oui, mais c'est une légende. Mais moi, en tant qu'historien, moi, je ne m'arrête pas à la légende. Oui. Voilà, donc c'est ça. Moi, je m'appuie sur d'autres éléments de preuve. D'accord. Je vous ai dit que les Domas se souviennent que leur chef était passé dans la région en tant qu'émissaire du roi des Ashanti pour demander le retour des Baoulés et que quand ils ont rencontré la reine Abla Poko, c'était une vieille dame. D'accord. Deuxième chose, comme je l'ai dit, les Agni Bétiers qui sont encore là, les traditions disent qu'ils ont vu passer les Baoulés Assabou et que les Baoulés Assabou sont passés à Gué. D'accord. Voilà. Alors peut-on tracer un itinéraire de cette migration des peuples baoulés? En fait, il ne faut pas penser que quand les gens se déplacent, ils ont un objectif précis. Non. C'est-à-dire que d'abord, ils sont organisés. Donc le roi ou la reine envoie des éclaireurs. Et souvent, ces éclaireurs-là sont des chasseurs professionnels. C'est eux qui se déplacent et sécurisent le passage avant que la reine elle-même ne se déplace. Ouais, c'est comme un peu comme un protocole. C'est le cas des Baoulés Assabou, si on vous suit bien. C'est le cas de la plupart de ces populations qui étaient très organisées et qui avaient une organisation, je peux dire, qui s'appuie sur le système royal. Donc, c'est comme ça. Il y a des guerriers, notamment les éclaireurs, qui d'abord prospectent le terrain. Et quand le lieu est sécurisé, c'est maintenant que la reine maintenant et sa troupe arrivent. C'est comme ça. D'accord. Alors les Baoulés se sont installés près de Boaké, de Yamsokro. Comment s'est faite cette migration-là? Voilà. Il faut savoir qu'ils étaient même au départ constitués de différents sous-groupes. Parmi, par exemple, au sein des Assabou, vous aviez les Fafoué, vous aviez les Walebo, vous avez les Zipri, vous avez les Ali, etc. Chaque groupe, disons, avait ses chefs. Mais il reconnaissait l'autorité centrale de la reine Abla Poko parce que c'est sous son autorité que la migration a eu lieu. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, chaque sous-groupe a à l'intérieur ses guerriers avec ses éclaireurs. Et chaque éclaireur prospecte. Quand ils ont trouvé un site favorable, ils viennent informer le chef et puis maintenant le chef s'installe. Alors quand on dit que Sakasso est la capitale traditionnelle et le siège du royaume baoulé, que répondez-vous? Il faut savoir que la reine Abla Poko, en tant que personne, n'est jamais allée à Sakasso. Elle est morte à Niamounou. C'est la reine Akwa Boni qui est allée à Walebo. Mais ce n'est pas elle qui a fondé Sakassou, c'est son fils Kwaku Dje qui a fondé Sakassou. Quand elle est décédée et que ce site-là est devenu le lieu de sépulture de sa mère, Akwa Boni, c'est en ce moment-là que ce lieu a été appelé Sakassou. D'accord. Pour terminer, d'où vient l'alliance Baoulé-Agni? C'est très simple. D'abord, quand les futurs Baoulé Assabou sont arrivés en Ebrossa, il y a eu d'abord une alliance avec le roi des Agni en Ebrossa, Nana Ano Asma, le premier du nom. Et puis, quand ils se sont déplacés, il faut savoir que certains éléments
Agni et Baoulé formaient un même peuple, si bien qu'à l'arrivée, certains se sont intégrés à l'ensemble Agni et d'autres à l'ensemble Baoulé. C'est le cas des Ali. Vous avez les Ali, les Baoulé Ali de Brobo, mais vous avez aussi les Agni Ali de Tchemlekro. Voilà, mais donc, arrivé à Kondjaoka, ils ont scellé une alliance pour décider qu'ils devaient vivre pacifiquement. Mais ça n'a pas toujours été le cas, mais finalement, l'alliance est là et la plaisanterie est là. Voilà. Donc et tout ça pour consolider la cohésion sociale. Merci beaucoup, professeur Alou, d'avoir été notre invité de la page culture. Malheureusement, 10 minutes ne suffisent pas. On aura donc peut-être d'autres plateaux pour en débattre davantage. Merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et très, très belle soirée sur RTI1.